Alors, en ce moment, nous travaillons sur le commerce international. Alors, les firmes transnationales. Je vous rappelle qu'il y a une modification du langage. On est passé de firmes multinationales à firmes transnationales. On peut considérer que derrière le changement de terme se cache aussi un changement de sens qui signifierait que les entreprises sont de plus en plus globalement déployées sur la planète. Multinationales, ça veut dire je choisis des pays porteurs, quelques pays, 4, 5, 10, mais je choisis. Je ne suis pas présent dans le monde entier. Je suis présent dans des zones que j'ai choisies. Transnationales, ça suppose que voilà, partout où on va vouloir acheter mon produit, partout où je vais trouver des conditions avantageuses pour produire mon produit, eh bien, je vais m'implanter. Donc c'est un degré, si vous voulez, supplémentaire dans l'internationalisation des entreprises. Définition et poids économique des firmes transnationales, c'est simple. Comment définir une transnationale ? C'est une firme qui a au moins une filiale étrangère. Alors, on considère généralement qu'elle doit être présente dans au moins 2 pays. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez un investissement direct à l'étranger, vous êtes considéré comme une firme transnationale. Donc, vous voyez la référence maison-mère, mère-fille, ou mère-fils, maison-mère, filiale. Techniquement, c'est quoi une maison-mère ? C'est une entreprise qui prend souvent la forme d'une société financière qui s'appelle une holding. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'actif de cette holding ? Il n'y a que des titres financiers. Ces titres, c'est quoi ? Ce sont les titres de propriété des filiales qu'elle contrôle. Puisque, pour mériter le nom de filiale, il faut que le capital de l'entreprise filialisée soit détenu à plus de 50% par la maison mère ou, le cas échéant, la société holding. Donc voilà. La maison mère ou la société holding, souvent, ce n'est qu'une société financière et à son actif, elle n'a que des titres. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle coordonne les activités des filiales, elle remonte tous les bénéfices en tant que principal actionnaire, et ces bénéfices, elle les répartit en fonction des projets stratégiques de chacune des filiales. Voilà le job, si vous voulez, d'une maison mère. Environ 80 000 FMN, ça n'a pas bougé ces dernières années d'ailleurs, surtout avec la crise, ça a un peu bougé. 80 000 firmes multinationales ou transnationales, à peu près 800 000 filiales. C'est-à-dire qu'en moyenne, ce qui ne veut strictement rien dire dans ce domaine-là, parce qu'il y a des petites transnationales avec 3 filiales, et puis il y en a avec 2000 filiales. Donc la moyenne ne veut strictement rien dire. À peu près 800 000 filiales, 10 en moyenne par firme transnationale. Donc c'est un phénomène grandissant. Dans les années 90, début des années 90, il n'y en avait que la moitié. Donc il y a un accroissement effectivement du nombre des transnationales. Un poids économique considérable parce que les échanges à l'intérieur des entreprises, entre filiales et filiales ou entre filiales et maisons mères, représentent aujourd'hui 1/3 du commerce international. Et on pense que les firmes transnationales sont responsables de 2/3 des échanges mondiaux. Acteurs majeurs du commerce international. Alors ceux-là sont particuliers parce qu'on fait ce qu'on veut là. Ces échanges ne répondent à aucune règle, sinon l'intérêt bien compris de la multinationale. Notamment avec la pratique de ce qu'on appelle les prix de cession. Alors, regardez un petit peu la progression, qui est assez régulière. Donc dans les années 60, il y a moins de 10 000 transnationales. À 90%, elles sont de nationalité américaine. Dans les années 90, donc il y a eu un saut très important, mais en même temps 30 ans ont passé. On arrive presque au seuil des 40 000. Les multinationales sont en premier lieu américaines, mais fait nouveau, elles sont devenues entre-temps japonaises et européennes. Année 2000, prolongement du processus, 2010 aussi, et là, arrivée des
premières firmes transnationales des pays émergents, et notamment chinoises. Alors, puissantes les multinationales? Ben regardez, si je compare, la comparaison est très moyenne, je vais vous expliquer pourquoi. Le chiffre d'affaires d'une firme transnationale et le PIB d'un pays. Pourquoi c'est moyen? Il faudrait comparer la valeur ajoutée de Walmart au PIB d'un pays. Hein, là, je compare le chiffre d'affaires, c'est pas directement comparable. Je vous rappelle que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc il faudrait comparer valeur ajoutée à valeur ajoutée. Passons ce détail. Walmart Stores, qui est la première entreprise mondiale, 2 millions de salariés, eh bien, a un chiffre d'affaires qui représente le PIB de la Suède, c'est-à-dire le 22e PIB mondial. La deuxième, Royal Dutch Shell, la deuxième firme transnationale, avec un chiffre d'affaires de 285 milliards de dollars, représente le même PIB que l'Afrique du Sud dans sa totalité. ExxonMobil, autre pétrolier, 284 milliards, contre la Thaïlande, 263 milliards. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines firmes sont aussi puissantes que des États. Et que donc, elles ont un pouvoir d'intervention dans le monde entier extrêmement important. D'aucuns diraient un pouvoir de nuisance. Parce que dans le passé, certaines firmes multinationales ont su mettre en place des gouvernements, fomenter des guerres civiles, des coups d'État, pour sauvegarder leurs intérêts dans leur pays d'implantation. Donc, cette puissance, c'est aussi potentiellement un pouvoir de nuisance. La nationalité des firmes multinationales aujourd'hui, donc, originaire pour l'essentiel des pays de la triade. Vous vous rappelez de cette analyse des pays de la triade? Japon, États-Unis et Europe. Domination des firmes des pays développés, mais développement, depuis peu, des firmes transnationales des pays émergents. Alors, en 2010, sur les 500 premières FTN, on trouve 139 firmes américaines, quand même. C'est-à-dire un petit tiers. 161 firmes européennes. Eh oui, on est devenu dominant en termes de nombre de firmes transnationales. 71 firmes japonaises et 46 firmes chinoises. Alors si vous faites le total de tout ça, on est à 420. Il reste assez peu de place pour les autres. Donc, on a bien l'illustration de la triade, et puis l'arrivée extrêmement rapide, puisque je crois qu'en 95 ou peut-être même en 98, il n'y a pas de firme transnationale chinoise. Aujourd'hui, il y en a 46. Donc c'est un développement ultra rapide. Le stock d'investissement direct étranger détenu, eh bien, illustre la domination des pays développés au niveau des FTN. Donc on va retrouver au niveau des IDE ce qui vient d'être dit au niveau des firmes transnationales. Petite carte sortie du rapport du magazine américain Fortune 500 sur la localisation des sièges sociaux des firmes transnationales. Alors, c'est les mêmes chiffres que je viens de vous donner, 161 pour les États-Unis, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le détail de ce qui se passe en Europe. 161, pardon, pour l'Union européenne. Eh bien, vous remarquerez que pour une fois, eh bien, nous sommes le principal détenteur, nous Français, le principal détenteur de firmes transnationales en Europe, avec 39 sièges sociaux de firmes transnationales, c'est-à-dire 2 de plus que les Allemands et 9 de plus que les Britanniques. Ce qui confirme le fait que notre tissu productif est extrêmement puissant en ce qui concerne les très grandes entreprises, qui sont toutes 39, CAC 40, le compte y est presque. Toutes nos grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris sont des transnationales, ou la quasi-totalité. Donc nous sommes caractérisés effectivement par un tissu d'entreprise avec
des grands groupes extrêmement puissants, extrêmement mondialisés, et de l'autre côté, des toutes petites entreprises. Et au milieu, c'est ce qu'on pourrait appeler le désert français, c'est-à-dire le désert des grandes PME innovantes, exportatrices, et qui provoquent l'amélioration de la situation de l'emploi. Donc, situation intéressante avec 3 pays qui dominent en Europe, effectivement, au niveau des firmes transnationales. La Corée du Sud aussi, 10 transnationales, et puis le Brésil qui est aussi un nouveau venu. Il y a beaucoup d'entreprises énergétiques dans les transnationales. Par définition, une entreprise pétrolière, si vous voulez, elle va chercher le pétrole là où il est, c'est-à-dire pas chez elle, et elle va le chercher dans plusieurs endroits pour sécuriser ses approvisionnements. Puis après, on va le raffiner dans d'autres endroits, et puis après, on va le vendre sur d'autres marchés. Donc, d'emblée, on peut considérer qu'une firme pétrolière est une firme transnationale. Alors, voyons les flux d'investissement direct à l'étranger maintenant. On s'aperçoit donc, vous avez des carrés verts, je vais vous faire la lecture parce que je pense que si vous voyez globalement la carte, vous ne voyez pas le détail. Donc vous voyez que vous avez des carrés verts. Des carrés verts, c'est les entrées d'investissement direct à l'étranger par grande région en milliards de dollars. On s'aperçoit que en 2009, la zone qui reçoit le plus d'investissements du reste du monde, c'est l'Europe. 378 milliards. Ensuite, suivi d'assez loin par l'Asie de l'Est, du Sud et du Sud-Est, donc y compris avec la Chine et l'Inde, 223. 378 pour l'Europe, 223 reçus pour le sous-ensemble asiatique. Et en troisième position, très très loin, l'Amérique du Nord, qui reçoit 149 milliards d'euros. Bref, si on fait la synthèse de ce que je viens de dire là, il y a une zone qui domine du point de vue de l'entrée d'investissement direct à l'étranger, c'est l'Europe. Et encore une fois, la constitution du vaste marché de l'Union européenne et de la zone euro n'est pas pour rien dans ces statistiques. Il est très intéressant pour les entreprises du monde entier de venir s'implanter dans l'Union européenne. Et c'est ça que montrent ces chiffres extrêmement importants. Alors, par couleur, du beige au orange, vous avez l'intensité croissante d'investissement direct à l'étranger. Donc, tout ce qui est orange, c'est là où ça en reçoit le plus. Vous remarquerez la France, la Grande-Bretagne, la Chine et les États-Unis, qui sont les 4 puissances qui reçoivent le plus d'investissements directs à l'étranger. Suivi de l'Inde, la Russie, une partie de l'Europe, l'Europe centrale et orientale, pas l'Europe centrale et orientale, la Russie et l'Europe du Sud-Est, l'Australie et le Brésil. Donc les pays émergents sont tous très très bien placés. Brésil, Russie notamment. Et puis, le reste, ce sont des pays qui sont beaucoup moins favorisés en termes de réception d'IDE, particulièrement l'Afrique, le Moyen-Orient et une partie de l'Amérique latine. Donc, quand je vous dis que l'investissement direct à l'étranger est un phénomène nord-nord, je crois que la carte est édifiante. Les zones les plus colorées sont au nord de la planète.